Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous rejoindre sur Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 18 juillet. Rencontre entre la coordination de la coalition interconfessionnelle de la nation et Joseph Olengankoy, président du CENSA. Ils ont parlé d'un probable dialogue politique à venir. À la une également, le marché du ciment à Kinshasa retrouve son équilibre. Le sac de ciment gris se vend désormais entre 31 000 et 33 000 francs congolais. À l'international, l'Afrique de l'Ouest reste confrontée à de nombreux défis économiques dans l'industrie du cacao. Ces challenges persistent malgré la position dominante dans l'industrie du cacao. Bonsoir à tous. La coordination nationale de la coalition interconfessionnelle de la nation, conduite par son coordonnateur national, l'archevêque souverain Fidèle Yedidja Kalakala, a été reçu ce vendredi 18 juillet par le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy, pour discuter des enjeux politiques de l'heure, dont le dialogue politique en gestation. À l'issue de cette rencontre, les dépositaires du pouvoir coutumier ont délié leur langue au micro de Gigi Nende. Suivez. Reçu ce vendredi au siège du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la coordination nationale de la coalition interconfessionnelle de la nation, conduite par son coordonnateur national, l'archevêque souverain Fidèle Yedidja Kalakala, soutient le dialogue politique national en gestation pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Ils ont fait cette déclaration à l'issue d'une tête-à-tête avec le président du CNSA, le baobab politique, Joseph Olengankoy. Si nous sommes venus ici aujourd'hui à la CNSA rencontrer le président Olengankoy, c'est parce que nous sommes dans notre mission d'agent de paix, mandaté par Dieu. Et nous croyons que notre pays passe par une situation assez critique et que dans cette situation, il est important que tous les Congolais s'engagent dans la voie de la paix. Et pour être dans cette voie, il est important de rencontrer les personnes qui ont l'expertise, les institutions qui ont réellement le potentiel pour amener tout le monde dans cette voie. Mais qu'en pensent les membres de la coalition interconfessionnelle de la nation de l'initiative menée par le tandem Senko et CC? Nous sommes très heureux du travail qui a été déjà accompli par la Senko ensemble avec l'ECC et nous pensons que c'est ensemble, sans discrimination de qui que ce soit, c'est ensemble avec les confessions religieuses, ensemble avec les politiques, ensemble avec les opposants, ensemble même avec ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ont fait la guerre. Nous pensons que c'est ensemble que nous devons traiter les problèmes du Congo, conformément à cet adage qui dit « le linge sale se lave en famille ». La paix, oui, mais à quel prix et comment y procéder? La paix a une procédure. La paix, elle doit être là. Elle doit exister, la paix. La paix n'a pas de procédure. C'est dans les humaines qu'on peut parler d'une procédure. L'état que vous attendez vos procédures là, les jamais. Le peuple est affamé. On est humilié. On pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver de solution à nos problèmes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel niveau nous en sommes maintenant? Nous sommes devenus comme des sous-hommes, bons à rien. Donc c'est d'autres nations qui doivent résoudre les problèmes du Congo. Mais c'est nous qui détenons la tradition de ces pays. Avec l'espoir que cette dynamique pour le retour de la paix au pays, et surtout dans sa partie orientale, ça touchait les autres hommes et femmes épris de paix.
Alors que les négociations de paix entre Kinshasa et l'AFC M23 se tiennent à huis clos à Doha, les rencontres diplomatiques se multiplient en marge des pourparlers. La présence de hauts responsables congolais, rwandais, qataris et américains laisse entrevoir une intensification des efforts. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent. Entre avancées diplomatiques et blocages silencieux, l'issue reste incertaine. Dans mon mat. Faut-il voir dans la multiplication des rencontres à Doha un signe tangible d'une avancée vers un accord entre Kinshasa et l'FCM 23 ou au contraire l'indice d'un blocage profond que chacun tente de contourner sans les reconnaître à mesure que le pourparler s'enlise ou se raffermisse? Difficile à dire tant les échanges se déroulent dans une opacité calculée. Les questions s'accumulent. Depuis le 10 juillet, les négociateurs congolais, rwandais et ceux du M23 FC poursuivent des discussions discrètes à Doha sous la médiation étroite du Qatar. Certaines sources évoquent une phase décisive atteinte le 17 juillet avec la remise d'un accord préliminaire aux 3 délégations. Ces documents est censé jeter les bases d'une future déclaration des principes préalable indispensable à tout accord de paix global. Mais derrière cette avancée formelle, les lignes rouges de Kinshasa rappellent l'extrême sensibilité du dossier. Retrait immédiat des troupes rwandaises et du M23 du territoire congolais, dissolution totale du M23 FC, sans transformation en parti politique, rejet de tout dialogue ou mixage avec les rebelles et déclassement des FDLR comme menace sécuritaire. Dans ces contextes, la présence à Doha des figures de poids, le ministre d'État qatari à l'intérieur, les ministres congolais et rwandais ou encore l'émissaire américain Mahmoud Boulos montrent que le dossier est traité à haut niveau. Mais cela ne suffit pas pour autant à dissiper les doutes. S'agit-il d'un réel tournant diplomatique ou d'une manœuvre pour gérer un blocage durable? Les spéculations vont bon train. D'autant que sur le terrain, les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC. Kinshasa dénonce l'implication persistante de Kigali et l'agressivité renouvelée du M23 FC contre l'opposition des FARDC en contradiction flagrante avec l'esprit de désescalade officiellement recherché. Alors que se profile une éventuelle rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à la Maison-Blanche, après les étapes de Washington et Doha, une pression internationale pourrait-elle changer la donne? La diplomatie est en marche, mais en l'absence de signaux publics clairs ou d'engagements vérifiables, les doutes l'emportent encore. La paix semble suspendue. Pour l'heure, espoir prudent et méfiance persistante. Dans le secteur de l'économie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals sur l'exploration minière en RDC. C'est le ministre congolais des Mines, Kizito Pakabomba, et le directeur général de Cobalt Metals en RDC, Benjamin Katabuka, qui ont signé cet accord qui scelle un partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investissements américains dans le secteur. José Junior Owa pour les détails. Saluant la signature de cet accord, le représentant de Cobalt Metals en RDC a précisé que cela s'inscrit dans le cadre des accords entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour la paix et la prospérité. Nous espérons que cette porte qui est ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains va nous conduire à d'autres investissements des États-Unis en RDC, a-t-il déclaré. Selon le directeur général de l'entreprise américaine, l'accord signé va s'exécuter en 3 volets essentiels. Notamment, il déclare que l'entreprise s'engage à venir investir au Congo dans la numérisation des données géologiques, l'exploitation en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle et le développement minier des projets de lithium qui se situent à Manono dans la province du Tanganyika. M. Katabuka a indiqué que la RDC a énormément de données géologiques qui ne sont pas explorées pour l'intérêt du pays. Il fait savoir que Cobalt Metals veut venir financer la numérisation de dites données afin de les rendre accessibles à tout le monde pour attirer les investissements au Congo dans les secteurs miniers. Dans cette perspective, il a promis que Cobalt Metals va déposer prochainement le demande de permis de recherche sur de vastes étendues du pays à l'aide de la technologie américaine. Le gouvernement congolais nous soutient dans l'initiative que nous avons lancée parce que c'est un jugement qui fait l'objet de plusieurs litiges au niveau des tribunaux et des instances arbitrales, a déclaré le directeur général Benjamin Katabuka. L'entrepreneur congolais a affirmé que l'objectif de son entreprise est d'engager plus de Congolais, de les former, de les rémunérer et de participer aussi à la reconstruction des infrastructures pour le bien-être de la population.
Comment électrifier les zones rurales et périurbaines? Un plan stratégique d'électrification territoire par territoire est en cours d'exécution depuis 5 ans. C'est l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain qui le fait savoir. À l'occasion de 5 ans de cette agence, un bilan a été fait sur les réalisations de cette agence. Les dirigeants de l'ANSER ont également fait la projection de 5 années à venir. Rosie Thioyo pour plus de détails. Selon Damien Touambilangana, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, la première phase du travail a consisté à établir une planification rigoureuse à travers l'élaboration des plans locaux d'électrification. L'agence a pu mobiliser 50 millions de dollars. L'agence a un bilan à revendiquer. On a listé plus de 1100 projets sur l'ensemble des 140. Et nous avons mis en place ce que nous appelons le PIP, le programme d'investissement prioritaire, d'à peu près 270 projets. Et de ce programme d'investissement prioritaire, nous avons extirpé à peu près 65 projets en cours, 22 qui sont terminés et il y en a à peu près 43 qui sont avec un taux d'avancement moyen des 60% et qui sont en cours. Nous avons pu développer, c'est minime, mais il y a beaucoup de contraintes, plus ou moins 30 mégawatts. Nous avons, pour les 5 ans, mobilisé plus ou moins 50 millions de dollars qui sont la dotation de l'État congolais. L'agence n'a pas été conçue comme un opérateur direct, mais se trouve parfois en concurrence avec des opérateurs privés peu enclins à investir dans les zones rurales, ce qui ne l'empêche pas de nourrir des ambitions pour les années à venir. Dans les zones rurales, le taux d'électrification est de 1%. Et globalement, on parle de 20%, mais dans les zones où nous opérons, le taux est de 1%. Donc le défi à relever d'ici 2030, c'est de ramener le taux à 52%. Nous pensons atteindre 8000 mégawatts. Mais c'est clair que c'est un énorme défi qui ne dépend pas que de ANSER, mais nous avons une capacité technique et stratégique qui peut nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. D'ici 2030, il faudrait mobiliser plus ou moins 5 milliards de dollars dans les 5 ans à venir. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a une double mission: produire de l'électricité et de financer l'électrification et attirer des investisseurs privés dans les zones délaissées. Et puis, une brève dans ce journal. La dernière journée du Festival mondial de la musique et du tourisme a été marquée par une randonnée au bord du fleuve Congo. Ce vendredi, le navire du site touristique Majestic River a vibré dans une ambiance chaleureuse, marquée par la présence de toute la délégation étrangère et nationale, profitant de ce moment pour célébrer cette journée de clôture de la première édition. Cette visite avait pour but de faire découvrir au monde les potentialités touristiques que regorge la République démocratique du Congo. Toujours dans le même secteur, la deuxième journée du Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'est tenue au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa a été marquée par des panels d'experts autour des enjeux touristiques et culturels avec la participation des figures majeures dont la secrétaire générale élue des Émirats arabes unis, Rosie Thioyo, nous en dit plus. C'est un reportage qui est signé Rosie Thioyo justement et Eli Kabir. C'est dans une ambiance de partage et de réflexion que s'est déroulée la deuxième journée du Festival mondial de la musique et du tourisme. Elle a été marquée par plusieurs panels, dont un sur le rôle du tourisme musical comme des diplomaties culturelles, des paix et des développements durables. Parmi les intervenants, les ministres du tourisme de la RDC, des experts culturels et la secrétaire générale élue des Émirats arabes unis. Cette dernière a exprimé sa joie de participer au festival et salué l'initiative congolaise qu'elle considère comme un pas important vers la valorisation du patrimoine immatériel africain. First of all, I'm very pleased to be in Congo. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être en République démocratique du Congo et très heureuse d'être entourée des Congolais.
J'ai été très heureuse d'assister à la magnifique prestation offerte hier par des artistes talentueux. Je pense que ce qui rend une destination unique, c'est sa culture et la culture qui a été mise en avant hier à travers cette belle performance et ces festivals merveilleux est quelque chose de vraiment unique. C'est quelque chose de très différent et une excellente représentation de ce que le Congo, ou plutôt la communauté et la population congolaise peut offrir. À cette même occasion, elle a annoncé un projet de village musical destiné à promouvoir les cultures africaines à l'échelle mondiale. Elle a également rappelé l'importance de protéger les artistes par les droits des propriétés intellectuelles via l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. And I'm definitely coming again to Congo. I think there's a lot that we can do with Congo. Nous aimerions créer un mouvement avec les différents arts, artistes et talents que nous avons vus jusqu'à présent, en partageant cette culture à travers différents continents et pays d'Afrique, notamment à travers des villages musicaux. Nous allons donc lancer, lorsque je prendrai mes fonctions en 2026, un village musical qui nous permettra de promouvoir les différentes cultures africaines à travers les continents du monde, en établissant aussi, espérons-le, des partenariats et un bon réseau avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui fait partie de l'ONU. Nous pourrons protéger les personnes talentueuses, préserver leurs talents, préserver leur art et veiller à ce qu'ils soient délivrés et diffusés à travers le monde. Comme mentionné, il est très important que nous accordions à ces artistes des droits des propriétés intellectuelles via l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle afin de voir comment nous pouvons préserver leurs talents et nous assurer qu'ils soient présentés au monde de manière fluide et cohérente. Intellectual Property Organization. Cette prise de parole renforce la portée diplomatique de l'événement qui va bien au-delà des divertissements pour devenir un véritable espace de dialogue culturel et d'ouverture internationale. Et puis dans le secteur de l'environnement, la réaction du Fonds forestier national après la réhabilitation de Honoré Mulumba Kalala au poste de directeur général de l'établissement par la justice congolaise, le FFM rappelle que les faits pour lesquels le mandataire public avait été suspendu, notamment la mauvaise gestion, n'ont pas encore trouvé réponse au préjudice causé à l'établissement et la société congolaise tout entière, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Dans une décision rendue le 8 juillet 2025, le Conseil d'État a ordonné la réhabilitation d'Honoré Mulumba Kalala, directeur général suspendu du Fonds forestier national. Une décision qui suscite l'incompréhension alors qu'elle intéressait et citée dans 2 rapports accablants émanant de la Cour des comptes et du Collège des commissaires aux comptes. Le rapport d'audit de la Cour des comptes met en lumière plusieurs manquements graves dans la gestion du Fonds forestier national sous la direction de M. Mulumba Kalala. Sans l'aval du conseil d'administration ni du ministère de tutelle, un contrat de bail a été signé pour une antenne inexistante, entraînant un paiement de 16 500 $ américains. Le budget mis en œuvre durant la période contrôlée n'avait pas été adopté par les conseils d'administration. J'espère qu'avec les nouveaux conseils d'administration, nous allons obtenir. Vous avez du travail. Sur 100 projets financés pour près de 5 millions de $ américains, seuls 3 ont été suivis et évalués, compromettant les objectifs de reboisement. J'ai demandé la liste de toutes les organisations non gouvernementales et les personnalités, parce qu'il y a aussi des personnalités qui ont bénéficié du fonds forestier pour le reboisement, surtout essentiellement le programme 1 milliard d'arbres. Je n'ai jamais obtenu ça. Des réductions non vérifiées ont été appliquées à des superficies taxées, entraînant une perte estimée à 7,7 millions de $ américains. 83 ONG non agréées ont reçu chacune 2,75 millions de $, tandis que 196 projets ont été financés en violation des critères du manuel des procédures. Nous avons besoin de cette liste. Non seulement la liste de tous ces ONG, mais à quel plafond de financement? Parce que tous n'ont pas été alignés sur le même enseigne. Ça dépend, ceux qui ont eu 100 hectares, ceux qui ont eu 50 hectares, ceux qui ont eu plus. Ça dépend aussi du milieu. 71 projets représentant une valeur de 1,4 million de $
ont été financés sans validation des services techniques du Fonds forestier national. Des véhicules ont été acquis de gré à gré sans l'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, certains étant vétustes et rapidement hors d'usage. Le rapport du commissaire aux comptes, quant à lui, clôturé au 31 décembre 2023, émet une opinion avec réserve sur les états financiers de FFN. Une surestimation de la TVA de 8 760 $ a été constatée sur un véhicule Toyota Land Cruiser TXL. Les commissaires aux comptes n'ont pas pu accéder au solde de 2 comptes bancaires. Des montants importants liés à l'entretien des bâtiments et aux festivités n'ont pas été documentés. Aucun inventaire de biens immobiliers n'a été effectué en 2023. Le budget voté par les conseils d'administration n'a pas été transmis, empêchant toute évaluation cohérente de la gestion financière. Au-delà des irrégularités financières, la tutelle reproche à M. Mulumba Kalala une insubordination persistante. Il faut une autorisation pour poser des actes. Donc il y a la tutelle, il y a les conséquences de l'autorisation, l'approbation. Quand ce n'est pas autorisé, je m'oppose. Si je n'ai pas approuvé, je m'oppose, c'est naturel. Le mouvement du personnel, le budget, le programme, l'élaboration de tout. C'est bien clair. Décision prise sans autorisation, refus de transmettre la liste des comptes bancaires du FFN et des ONG bénéficiaires et non-respect des instructions ministérielles. Ça fait des mois et des mois que j'ai demandé d'avoir la liste de toutes les banques où sont logés les fonds du fonds forestier. Les livres, où sont, il y a les livres du fonds forestier communique. Je l'ai demandé, mais je n'ai jamais obtenu. En échange, on m'envoie d'autres documents. Parce que ça ne se fait pas de ma Bokobank. Des anomalies ont été relevées dans l'acquisition de véhicules et de matériel avec des factures sans référence et des montants non retracés. À ce stade, je n'ai aucune liste d'une banque là où se trouvent les fonds du fonds forestier. Ces griefs avaient été déjà soulevés lors de sa seconde installation à la tête du FFN, renforçant les interrogations sur sa capacité à diriger l'établissement public. Face à ces éléments, la décision du Conseil d'État de réhabiliter Honoré Mulumba Kalala soulève de nombreuses questions. Quelle est la motivation profonde derrière cette décision judiciaire? Comment expliquer la réintégration d'un dirigeant dont la gestion est largement dirigée par les organes de contrôle? Seul le temps répondra à ces questions. Et voilà une information qui va faire plaisir au peuple congolais, à la population congolaise. Les bateaux de pêche commandés en Égypte par le gouvernement congolais sont arrivés en RDC. Selon diverses sources, ils ont accosté au port de Banana à Mwanda dans le Congo central depuis jeudi 17 juillet dans la soirée. Les mêmes sources précisent que le gouvernement va procéder à la réception officielle de ces engins en début de semaine prochaine avant leur mise en service. Hervé Ngoï pour le commentaire. Parmi ces navires, on retrouve 3 chalutiers de 28 mètres destinés à la pêche maritime ainsi que 5 autres bateaux de 8 mètres conçus pour la pêche en eau fluviale. Ces derniers porteront les noms emblématiques de l'histoire de la RDC, à savoir Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu et Etienne Tshisekedi. Ils seront affectés à la pêche sur la côte atlantique, renforçant ainsi les capacités de pêche du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement congolais pour moderniser et dynamiser les secteurs de la pêche essentiels pour l'économie locale et la sécurité alimentaire. L'ambition du gouvernement est de parvenir à une autosuffisance alimentaire essentielle pour libérer les pays d'une dépendance légendaire aux importations, notamment en ce qui concerne les produits halieutiques. L'arrivée de ces nouveaux navires devrait également contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs congolais. Conçu avec une technologie de pointe, l'itinéraire de ces engins était suivi attentivement via un système de géolocalisation GPS ici à Kinshasa, comme l'avait indiqué le ministre de la Pêche et de l'Élevage lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 27 juin 2025. Je l'avais annoncé en titre, le marché du ciment à Kinshasa retrouve peu à peu son équilibre. Depuis le début de cette semaine, le ministère de l'économie a annoncé que le sac de ciment s'échange désormais autour de 31 et
à 33 000 francs congolais, soit environ 11 $ américains, dans la plupart des communes de la capitale. C'est un soulagement autant pour les revendeurs que les acheteurs. Hervé Ngoï pour plus de détails. La tendance à la baisse du ciment gris pourrait même se poursuivre d'ici le début de la semaine prochaine. Certains tenanciers des dépôts de ciment estiment que le prix du ciment devrait bientôt revenir à son taux initial de 10 $, soit 28 000 francs congolais, si l'approvisionnement de Kinshasa par les fournisseurs continue à suivre le rythme normal. La flambée des prix de ces matériaux indispensables à la construction était provoquée par une grève des chauffeurs de poids lourds entamée entre fin mai et début juin 2025 pour protester contre les mesures gouvernementales aux conditions de travail et certaines taxes exigées excessives. Cette grève avait fortement perturbé l'approvisionnement de la ville avec comme conséquence une hausse vertigineuse des prix de plusieurs produits dont le ciment. Suite à un compromis trouvé entre le gouvernement central et les syndicats des chauffeurs, le trafic des camions a repris progressivement, permettant un retour progressif du ciment sur les marchés et la stabilité du prix également. En sport, la FECOFA décide de se conformer à la décision du tribunal arbitral de sport. Elle a donc instruit la LINAFOOT de publier le calendrier des matchs restants. Dans le cas où l'organisation de cette phase du championnat s'avérait difficile, voire impossible, la LINAFOOT est tenue d'en informer la FECOFA en temps utile en précisant les obstacles rencontrés. Blaise Kouzola. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association que dirige Maître Belinda Luntadila, a instruit la LINAFOOT à publier un nouveau calendrier pour la reprise du championnat après la décision du tribunal arbitral de sport. Ce après une réunion d'urgence avec la commission de gestion de la LINAFOOT à la suite de la décision du TAS exigeant la reprise du championnat national avant le 31 juillet suite à la plainte du TP Mazembe. À l'issue de celle-ci, la FECOFA a demandé à la LINAFOOT de publier sans délai le calendrier de matchs restant jusqu'à la date butoir fixée. Les Connors agit ainsi en exécution de la décision rendue par l'ITAS, soulignant l'importance de reprendre le championnat national arrêté depuis le 26 juin dernier. La décision du TAS fait suite à la requête du TP Mazembe contestant l'arrêt prématuré de la saison. Le TAS a donné raison au club luchois et ordonné la reprise du championnat. Toutefois, il a rejeté la demande de pénalité pour non-exécution formulée par Mazembe, mais a condamné la FIFA à verser 5 000 francs suisses au club à titre de remboursement de frais d'avocat. Quant aux frais d'arbitrage, la FECOFA devra en assumer 80% contre 20% pour le club de Lubumbashi. Si la LINAFOOT parvient à publier le nouveau calendrier, l'enjeu sera considérable. La reprise effective du championnat permettra non seulement d'achever la saison sportive dans un cadre réglementaire, mais aussi de déterminer sur le terrain le club officiellement qualifié pour les compétitions interclubs de la CAF. Alors que plusieurs clubs sont déjà à vacances depuis le début de ce mois, l'opinion publique sportive se demande sur la faisabilité et l'exécution de cette décision, alors que la RDC prépare le championnat d'Afrique des Nations prévu le mois prochain avec ces mêmes joueurs issus du championnat national. Cette épopée est loin, mais bien loin de se terminer. Et ces films très attendus avec ces deuxième but du Daring Club. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Malgré sa position dominante dans la production mondiale du cacao, l'Afrique de l'Ouest reste confrontée à de nombreux défis sociaux et économiques. Pendant ce temps, l'Afrique de l'Est se démarque par une croissance soutenue portée par des politiques stables et de partenariats efficaces. Gigi Ninde. L'Afrique de l'Ouest produit près de 70% du cacao mondial, mais les petits exploitants de pays comme le Nigeria, Ghana et la Côte d'Ivoire continuent d'être confrontés
à des sous-paiements chroniques, à la volatilité des marchés et à un accès limité au financement. La durabilité reste également un sujet de préoccupation, le travail des enfants et l'inégalité entre les sexes étant encore très répandue dans les communautés productrices de cacao. Alors que le continent prévoit collectivement une croissance de 4% en 2025, l'Afrique de l'Est prend de l'avance, affichant un taux de croissance projeté de 5,9%, l'un des plus élevés au monde. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie sont les fers de lance de cette dynamique. Les experts notent que la cohérence des politiques, les partenariats publics-privés et la stabilité macroéconomique aident la région à défier les vents contraires mondiaux. De nombreux producteurs ont été contraints d'abandonner leur exploitation en raison du conflit armé et de la chute des prix. Pourtant, dans des villes comme Boali et Berberati, quelques producteurs résilients continuent de cultiver, espérant de partenariats internationaux et un retour à la paix. Voici à présent l'actualité vue par les journaux. C'est une sélection et commentaires signés dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Le potentiel ouvre cette édition avec les négociations de Doha entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 AFC, soutenu par Kigali. Le tabloïd évoque une étape décisive franchie le 17 juillet avec la remise d'un accord préliminaire aux délégations de la RDC, du Rwanda et du M23. Un document qui, selon le potentiel, doit jeter le base d'une future déclaration de principe. Dans ces textes, 4 lignes rouges sont posées par Kinshasa: retrait immédiat des forces rwandaises et du M23 du territoire congolais, dissolution complète du M23 AFC, sans transformation en parti politique, pas de dialogue politique, mixage ou brassage avec les terroristes du M23 et enfin le FDLR, désormais considéré comme résiduel et non menaçant. Le journal insiste sur la convergence de vues entre Kinshasa et Washington, aucune intégration des rebelles au sein des FARDC ou de la police et exclusion définitive des figures telles que Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa ou encore Willy Ngoma, tous visés par des sanctions internationales. Géopolis Hebdo, lui, se projette vers les ressources du sous-sol congolais et revient sur la signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals. Une cérémonie présidée par le président Félix Tshisekedi en personne le 17 juillet à la Cité de l'Union africaine. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, et Benjamin Katabuka, représentant de Cobalt Metals en RDC, ont scellé ces partenariats stratégiques. Pour les représentants de l'entreprise, cette entente s'inscrit dans les accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour la paix et la prospérité, un autre axe de coopération qui complète les discussions politiques de Doha évoquées par le potentiel, mais dans un registre tout autre, celui de l'investissement et du développement. Forum des As choisit un ton plus critique en mettant en avant la 33e tribune d'Adolphe Muzito, publiée le 17 juillet. L'ancien Premier ministre se livre à une analyse sévère de la récente déclaration de l'opposition datée du 11 juillet. Il y dénonce une opposition désorientée et inefficace, dépourvue de stratégies claires et de cohérence idéologique. Pour Muzito, l'opposition congolaise est incapable de se constituer en une force alternative crédible et il en appelle à une véritable refondation de l'action politique ainsi qu'à un dialogue inclusif pour sauver la démocratie congolaise. Africa News braque son projecteur sur une disparition énigmatique, celle du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Le journal révèle l'existence d'une opération secrète baptisée Kilela Balanda qui aurait permis au gouverneur de fuir discrètement le pays via la frontière zambienne après une manifestation officielle organisée à 95 km de Likasi et à 220 km de Lubumbashi, les chefs-lieux de la province. EcoNews enfonce le clou en donnant une lecture politique de cette disparition. Si les autorités évoquent des propos séditieux tenu lors d'un meeting, le confrère y voit plutôt un règlement de comptes au sein de la majorité. Il décrit Kiabula comme un homme politique ambitieux, capable de défier les équilibres du pouvoir central et souligne des tensions autour de la gestion des ressources minières du Haut-Katanga. Pour EcoNews, la question est désormais de savoir si cette affaire débouchera sur une procédure judiciaire ou s'il ne s'agit que d'une manœuvre d'intimidation. Fin
revue de presse et bon début de week-end chez vous. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. Rencontre entre la coordination de la coalition interconfessionnelle de la nation et Joseph Olengankoy, président du CENSA. Ils ont parlé d'un probable dialogue politique à venir. Et puis vous l'avez suivi, le marché du ciment à Kinshasa retrouve une certaine stabilité. Le sac du ciment gris se vend désormais entre 31 et 33 000 francs congolais. À l'international, l'Afrique de l'Ouest reste confrontée à de nombreux défis économiques dans l'industrie du cacao. Ces challenges persistent malgré la position dominante dans l'industrie du cacao de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.